Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin pour la conférence qui va suivre Lucie Nussbaum. Lucie Nussbaum est professeure au département de didactique des langues, littérature et sciences sociales de l'Universitat Autónoma de Barcelone. Elle a été pendant plusieurs années, jusqu'à très récemment, responsable de l'équipe du GREIP, le groupe de recherche sur l'enseignement et les interactions plurilingues de cette même université. Elle est spécialisée dans l'étude de l'interaction verbale en situation multilingue. Elle a conduit de nombreux travaux sur l'apprentissage des langues secondes et étrangères dans une perspective qui est issue notamment de la sociolinguistique interactionnelle et de l'analyse de la conversation. Je lui laisse la parole pour 1 heure et ensuite on aura un temps pour des échanges avec elle. Merci Lucie. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être à nouveau ici à Lyon, ville que j'adore et dans laquelle j'ai beaucoup appris sur le plurilinguisme, sur l'apprentissage des langues. Donc je remercie les organisatrices de cette rencontre de m'avoir invitée. Pour commencer, je voudrais présenter très rapidement le contexte dans lequel je travaille pour comprendre un peu ce que je vais expliquer qui est un travail situé et avec des acteurs précis qui n'est peut-être pas transposable dans d'autres situations socio-économiques et socio-linguistiques. Donc, je travaille dans la ville de Barcelone et plus précisément dans ce qu'on appelle la couronne métropolitaine, qui comprend donc la même ville de Barcelone et un ensemble de villages, des villes moyennes qui recueillent la plupart de la population qui habite la Catalogne, donc plus de la moitié de la population de la Catalogne. Cette société est une société multilingue. D'abord, comme vous le savez, parce qu'il y a 2 langues co-officielles, la langue de l'État, l'espagnol, et la langue que l'on dit propre de la Catalogne, le catalan. Mais aussi parce que depuis la fin des années 90 du siècle passé, on a reçu, le pays a reçu un contingent très important de personnes venant de toutes les parties du monde et surtout de l'Amérique latine, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de l'Asie, etc., etc. Ce qui fait que dans les établissements du primaire et du secondaire dans lesquels nous travaillons, souvent il y a un haut pourcentage d'élèves issus de l'immigration de première ou de deuxième génération. Dans les endroits où nous travaillons, qui sont pour la plupart des villes ou de quartiers de couches populaires, souvent l'espagnol est lingua franca, même si les 2 langues sont co-officielles. Dans la rue, la langue utilisée comme moyen de communication entre la population et l'espagnol. Et cela par des raisons socio-historiques, parce que dans les années 60, 70, et 50 aussi, 50, 60, 70, il y a eu beaucoup de personnes en provenance de régions de l'Espagne comme l'Andalousie, la Murcie, la Galice, etc., qui se sont installés dans ces endroits parce que c'était là qu'ils trouvaient le travail. Alors, parfois, ces populations se sont déplacées dans d'autres endroits, mais il y en a qui sont restés et sont les mêmes endroits qui ont été après occupés par des populations d'origine immigrante. Bon, vous connaissez ce phénomène, il y a une population qui se déplace, il y en a un autre qui prend la place. Ça, on le voit très bien, je l'ai vu à Paris et j'imagine qu'à Lyon, c'est pareil. Bon, alors, un aspect qui est
très important dans notre travail, c'est que nous travaillons toujours avec des enseignants. Donc, notre lieu de travail, c'est les établissements. Et c'est pas l'établissement comme un terrain, simplement comme un terrain de recherche sociolinguistique, mais c'est aussi un terrain d'intervention. Parce que, si vous voulez, par des raisons idéologiques, de travailler ensemble avec les acteurs, et aussi parce que c'est la manière que nous arrivons à nous constituer vraiment en tant qu'observateurs participants. C'est-à-dire que nous sommes là avec les enseignants et que nous participons de leurs préoccupations et de leurs travaux. Alors, bon, je l'ai déjà dit, mais je résume comme ça, quels sont nos intérêts en tant que groupe. Quand je dis, je parle au pluriel, c'est le groupe dans lequel je travaille, qui est intégré, comme j'ai signalé, par des personnes des universitaires, des enseignants à l'université, mais aussi par des enseignants dans le primaire, dans le secondaire, et par des stagiaires. Donc des étudiants qui étudient dans notre faculté et qui font leur stage pédagogique dans ces établissements où nous travaillons. Donc nous avons 3 grands intérêts. D'une part, comprendre la socialisation langagière, ou comme disait une intervenante hier, je ne sais pas si elle est ici, disons, les expériences langagières des apprenants avec des outils ethnographiques. Nous sommes intéressés à documenter l'apprentissage et là, nous travaillons avec des micro-séquences pour observer comment on peut acquérir certains éléments linguistiques ou autres. Et finalement, notre objectif est aussi, ou notre intérêt, c'est de mettre en place et évaluer des approches d'enseignement qui intègrent les langues et les disciplines, avec 2 principes, si vous voulez. D'une part, les élèves, c'est les élèves chercheurs. Beaucoup d'expériences ici partagent, je pense, cette idée. Donc, les élèves, c'est pas des récipients, mais ce sont des acteurs et souvent des chercheurs qui construisent leur savoir à l'aide de formes sociales d'apprentissage très diversifiées, qui peuvent être donc le travail en classe, aussi le travail dans la rue pour aller chercher des informations, pour comprendre des enjeux sociaux, géographiques, sociolinguistiques, etc. Et aussi, dernièrement, nous nous sommes beaucoup intéressés à la télécollaboration, c'est-à-dire au travail qui se fait entre 2 établissements différents, parfois situés dans le même territoire, par exemple situés donc dans 3 villes, comme j'ai présenté dans l'atelier, une expérience, 3 villes de la Catalogne, mais aussi à l'extérieur, donc un travail collaboratif entre des élèves de la Catalogne et du Canada, ou des élèves de la Catalogne et de l'Allemagne, etc. Et nous sommes persuadés que cette voie de la télécollaboration ouvre vraiment de nouvelles portes à un type différent d'apprentissage et de construction des relations interculturelles. Alors, maintenant, je vais très rapidement montrer de quoi je vais parler pour arriver un peu à exposer notre idée de la manière dont nous concevons
l'apprentissage plurilingue et les rapports entre les apprentissages langagiers et les apprentissages des disciplines dites non linguistiques, même si toutes les disciplines passent par la langue, mais bon. Alors, d'une part, je vais me poser certaines questions. Le clivage entre l'enseignement à l'école et les pratiques sociales des élèves, ça c'est quelque chose qui est, tout le monde le sait, mais souvent on n'y pense pas. Souvent même nous, quand nous sommes en train de préparer quelque chose, on pense à nos étudiants, à nos élèves à l'école et on n'imagine pas qu'ils viennent d'un monde où ils apprennent beaucoup de choses aussi, et notamment des compétences langagières. Deuxième aspect, point d'interrogation, quelles éducations plurilingues on propose? Bien sûr, il y a le curriculum, mais après, dans la pratique, les pratiques sont très diversifiées et souvent contradictoires. Après, je vais aussi m'interroger très rapidement sur les processus d'apprentissage chez les apprenants à partir des études que nous avons faites, qui sont des études qualitatives, mais qui nous permettent quand même de faire certaines affirmations. Bon, ensuite, je vais parler très rapidement, à partir d'un schéma, des modèles d'éducation plurilingue. Comment pourrait-on envisager cet apprentissage intégré des langues et disciplines? Et je vais terminer par vous montrer là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire dans une étape de discussion d'un modèle plus complexe qui pose beaucoup de problèmes, mais qui est vraiment attrayant, je pense. Alors, je vais vous le présenter aussi à partir d'un schéma. Voilà. Alors, clivage entre enseignement à l'école et pratique sociale des élèves. Bon, actuellement, dans le monde contemporain, comme tout le monde parle de globalisation, de mobilité internationale, d'accès aux technologies, à l'information à travers de multiples moyens, il faut vraiment parler de socialisation langagière polycentrique, comme disent certains sociologues. Polycentrique dans ce sens qu'il y a beaucoup d'espaces différents. Il y en aurait sans doute d'autres qui constituent des endroits de socialisation où les enfants apprennent, et nous-mêmes, nous apprenons toujours, tous les jours, de nouvelles compétences langagières. Et ceci avec une variété énorme de ressources. Donc, on peut parler de langues, donc les langues de la famille, les langues officielles, l'anglais comme lingua franca. Mais encore, cette idée de langue, c'est une idée, comme vous le savez, très discutée actuellement par la sociolinguistique. Où sont les limites? Chomsky disait qu'une langue, c'était une variété qui avait une armée. Maintenant, peut-être cette définition ne convient pas actuellement, mais on pourrait en discuter si c'est une variété qui est officielle dans un endroit, qui apparaît sur Internet, qui apparaît sur les médias, etc. Bon, donc la notion de langue est en question actuellement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est... excusez-moi. Donc, les langues, mais aussi... Alors, je le séparais parce que je sais pas très bien comment aborder cette question, mais les élèves sont en contact avec des variétés
énormes, très différentes, et beaucoup de styles aussi très différents. Par exemple, il y a un jeune chercheur qui a travaillé avec nous, qui s'appelle Victor Corona, et dans sa thèse qui portait sur le répertoire des jeunes d'origine latine à Barcelone, il a découvert que ces jeunes, ils ont inventé un nouveau répertoire qui était en même temps une lingua franca et qui contenait des parties de l'espagnol parlé à Barcelone, qui n'est pas l'espagnol parlé à Madrid ou parlé à Séville, du catalan et de beaucoup de pays d'origine de ces jeunes. Se faisait une nouvelle, je ne sais pas, une nouvelle variété. Bon, ça serait une discussion de comment appeler cette sorte de pidgin en train de se former. Donc, bon, tout ça, c'est des éléments que souvent nous ne considérons quand nous préparons nos séquences de travail en langue avec nos étudiants. Bon, juste un petit exemple. Vous voyez ici, c'est des enfants très jeunes qui ont du primaire, qui ont 7 ans, alors qui sont à discuter avec Mess, c'est la maîtresse, Fatima et Hamed. Alors, ils parlent entre eux en catalan ici parce que c'est en classe. Et vous voyez qu'ils parlent d'arabe, qu'ils parlent de rif. Ils appellent rif à la Mazik ou la langue qui est parlée au Maroc. Donc on a arabe, rif, catalan, castillan et aussi français parce qu'il paraît que le papa parfois leur dit des mots en français. Donc vous voyez de très jeunes enfants qui sont en contact avec tous ces répertoires, plus sans doute l'anglais qui est la langue enseignée à l'école. Ici, cette variété de contacts avec des langues très différentes, à notre avis, donne aux élèves des compétences sociolinguistiques et sociolangagières que l'école parfois méprise. Alors ici, je vous montre un exemple des données prises par Julia Yompar, qui est une personne qui fait la thèse dans notre groupe. Les filles, elles sont en train de parler de leur mère, de la manière de parler de leur mère. Ce sont des filles d'origine marocaine. Alors elles disent, elles sont très très amusantes, elles rient. Et INV, ça veut dire chercheur. La chercheur dit, mais pourquoi? Parce qu'elles ont un accent rare. Oui. Aigne, c'est mieux. Elles ne savent pas la dire. Elles le prononcent d'une autre manière. Comment? Par exemple, montagne, elles disent montagna. Montagne, comme s'il y avait un i. Oui. Ma mère, le problème qu'elle a, c'est qu'elle lit en anglais. Quand elle lit une chose, à la place de prononcer elle prononce i, c'est-à-dire en anglais, comme le e est prononcé comme un i. Bon. C'est juste, on a vous montrer cette sensibilité, cette capacité métalangagière qui va de la perception des éléments de ce type, comme c'est la prononciation des mères par rapport lorsqu'elles parlent catalan ou castillan. Mais aussi, on a montré dans l'atelier d'autres exemples
de compétences sociolinguistiques dans ce sens de capacité de voir la valeur sociale de langue. Par exemple, on a vu des enfants qui disaient, bon, le catalan, c'est comme le RIF, et l'espagnol, c'est comme l'arabe. Voyez? Donc, ils perçoivent tous ces enjeux sociolinguistiques posés par le multilinguisme. Bon, face à toute cette variété, cette richesse, qu'est-ce qui se passe à l'école? Alors, nous avons une école avec des langues de scolarisation. Chez nous, les langues officielles, c'est le catalan, le castillan. Les langues étrangères, parfois les unes et les autres enseignées comme matière ou comme moyen d'instruction. Et nous avons aussi, nous ne voyons pas souvent le lien entre les unes et les autres. Nous ne voyons pas le lien entre l'enseignement d'une langue et l'enseignement des autres langues. Et nous avons aussi les langues héritées, j'imagine que comme chez vous, c'est-à-dire les langues de famille qui sont enseignées aussi souvent à l'école, par exemple l'arabe ou le ourdou ou le chinois mandarin, mais qui sont enseignées en dehors des horaires de classe et donc sans aucune relation avec la rue, avec les enseignements de l'école. Bon, alors, ça c'est un panorama qui donne à réfléchir. Quelles éducations plurilingues en plus? Bon, alors là je vais montrer deux images différentes. Dans la première, vous voyez ces enfants qui sont très très jeunes, ils ont 7 ans. C'est des enfants de première année ou deuxième année de l'école primaire. Ils sont en train de faire une activité très complexe où ils doivent choisir ou se mettre d'accord sur la description d'un endroit habité par un personnage. Bon, je fais rapide. Alors, vous voyez que c'est compliqué de faire ça. Et écoutez la voix de la maîtresse. C'est un cours d'anglais. Hein? J'espère que ça va marcher. Oui. Oups. Non. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Hop, je sors. Je sors d'ici. Attendez. Une seconde. Non, je vais y aller par un autre chemin. Hein? Oui. Bon, je pense qu'ici, ça va marcher. In English, in English. C'est difficile à comprendre, mais j'imagine que vous avez saisi in English. Hein? Même si les enfants, ils faisaient l'effort de dire deux mots en anglais. Donc, ils parlaient entre eux en disant quel chiffre tu préfères, mais les chiffres, ils le disaient en anglais. 1, 10, 10, 10. Donc, il y avait tout un travail et qui n'était pas perçu par l'enseignante, qui ne fait que dire in English, in English. Bon, alors, on dirait qu'à l'école, les enfants, on les charge avec ce signe d'interdiction, donc les pratiques
plurilingues sont défendues, on ne peut pas passer par là. Hein. Chose qui, évidemment, disons, nous mène à cette conclusion qu'il y a des barrières entre l'enseignement de langue, que les pratiques sont multilingues et qui sont monolingues ou qui se veulent monolingues, et que la règle, c'est cette règle de one language only, language at a time, et la non-considération des répertoires des élèves, et cette idée donc l'éducation plurilingue est une addition de multilinguisme. Alors, quelles compétences, quelles conséquences? Excusez-moi. Juste un exemple, je ne peux pas m'y attarder, mais là c'est intéressant, c'est un groupe classe qui est en train de discuter sur un film vidéo qu'ils ont vu, ils sont en train de tirer leurs conclusions. Et c'est un cours de catalan, et Ramon, à la ligne 487, dit « Lo voy a decir en castellano », je veux le dire en espagnol. Et l'enseignant lui dit, fais-le comme tu veux. Alors, il fait son explication en espagnol, mais l'enseignant se rend compte qu'il a qu'en réalité, le texte qu'il a écrit, il l'a écrit en catalan. Voyez? Donc, c'est ce qui nous montre en quelque sorte que, je dis Ramon et c'est Ramiro, a en quelque sorte peur de s'exprimer face à une situation de classe parce qu'il a été souvent, disons, puni par sa manière de parler le catalan. Donc, c'est cette prohibition, cette défense des pratiques plurilingues ont souvent des conséquences très négatives pour les apprentissages des étudiants. Ben, face à cette prohibition, en réalité, même à l'école, on voit que les pratiques sont plurielles. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, parce que dans l'exemple précédent, on voyait que c'était une classe absolument monolingue en anglais, mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui rentraient dans la salle pour prendre une chaise, pour apporter d'autres choses, une qui parle espagnol, l'autre qui parle catalan, et les enfants qui sont là au milieu en disant obligatoirement censés parler uniquement anglais. En fait, c'était la même classe là où on a vu in English. Ici, un autre exemple que j'adore, qui est celui d'un groupe d'élèves qui sont en train de faire une activité très complexe qui consiste à regarder sur l'écran une explication scientifique sur le fonctionnement, sur la respiration des plantes, mais qui est en catalan et qui essaye de récupérer cette explication en catalan pour l'intérioriser en français pour l'expliquer après à leurs camarades de classe. Vous voyez un peu? Donc c'est très compliqué. Et en plus, l'enseignante leur dit ne traduisez pas, ne lisez pas. En fait, ils ne sont pas en train de lire. Ils sont en train de faire un travail de transcodage très complexe. Alors, vous verrez comment il y a un glissement vers, disons, l'appropriation ou l'utilisation du français. Hein, si ça marche. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oxygène. Mais pourquoi on utilise ça? Pour respirer? Pour manger? Pourquoi? Vous entendez un peu? On voit la maîtresse est hors écran.
Donc, elle est ici. Oui, c'est vrai. La plante utilise ça pour respirer ou pour se fabriquer? C'est probablement, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a, de quoi est-ce que les plantes ont besoin pour faire ça donc? Les plantes apportent l'oxygène Oui. et exposent ça. Alors là, c'est très joli parce que la petite fille dit les plantes agafent, en catalan, prendre, c'est agafa. Alors, donc, elle construit absolument dans une orientation vers le mode unilingue, une morphologie française avec un lexème catalan. C'est pas vrai ça. C'est juste à l'envers. Pour fabriquer, Joanne, pour fabriquer l'aliment, ils prennent quoi? Ils prennent quoi? Allez. Les plantes fabriquent leur aliment à partir de l'eau. Ils savent qu'elles sont végétales. Mais pourquoi vous lisez? Pourquoi vous lisez? Expliquez aux autres. Ne lisez pas. Les plantes Oui. fabriquent Oui. ses propres aliments. D'accord. Avec quoi? Avec quoi? Avec de l'eau? Les plantes respirent. Non, on est en train de parler de l'alimentation. Hein? Ah, de quoi est-ce que s'alimentent les plantes? De l'eau, d'accord. Dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Minéraux. Oui. Oxygène. Non, l'oxygène, c'est cette excuse. Hein? Le soleil. D'accord, lumière solaire. Hein? D'accord, mais... Là aussi, lum soleil au lieu de lumière soleil. Non, mais ce qui est intéressant, c'est donc cette orientation vers l'utilisation de la langue cible avec toutes les ressources. Là, c'est les ressources en catalan et en essayant d'adapter la morphologie, adapter le lexique, etc., etc. Donc, c'est forcément un mode plurilingue avec des formes hybrides. Hein. Alors, l'idée, c'est que ces pratiques, au lieu d'être néfastes, ce sont des pratiques incontournables pour acquérir des compétences en mode en langue cible. Un autre exemple, je vais le passer, je ne vais pas le mettre sur le... je vais le montrer rapidement sur la transcription. Bon, c'est trop petit, c'est un exemple où les élèves doivent travailler encore une fois sur l'endroit qui habité par un personnage. Alors, ce personnage habite Easter Island. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est un peu comme hier, il y avait une personne dans un atelier qui nous montrait toute la construction d'un énoncé avec les langages des sourds. Je ne sais pas si elle est dans la salle aujourd'hui. Bon. Ah oui, voilà. C'était très intéressant. On voyait cette construction. Et là, vous voyez aussi comment on passe dans une séquence très courte, mélanger espagnol, où les enfants parlent entre eux espagnol, ils parlent catalan à l'enseignante, et comment ils arrivent à construire en anglais un énoncé. C'est très micro, hein, mais ça nous donne des pistes de processus d'apprentissage langagier. Alors, vous voyez tout à fait en haut que l'enfant, Eloy, il dit en espagnol, il écrit en espagnol, E-S-T-E-R, hein, donc Easter, en espagnol. Ensuite,
nous le voyons que plus tard, que ce Easter va passer vers le mot Isla. Isla, prononcé à l'andalouse, parce que c'est possible que cet enfant soit d'origine familiale andalouse, donc avec l'aspiration, Isla. Ensuite, comment ça passe à Island. Hein, vous le voyez ici, je ne sais pas si. Hein, Island. Et plus tard, ça passe à. Ça va arriver ici à Easter Island, prononcé, disons, correctement en français. Donc, il y a tout un travail qui est très long pour arriver à formuler ce que l'enseignante demande, en fait. Hein? Easter, elle dit dans la ligne 2, j'ai oublié de numéroter, OK, Easter what? Easter? Hein? C'est ça qu'elle cherche à savoir. Et donc, il y a tout un long processus où il se passe beaucoup de micro-activités entre les élèves pour arriver à formuler ce que l'enseignante veut en langue cible. Bon. Un exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est que cette perception disons, de mélange, d'hybridité, qui est souvent mal perçue par les enseignants, n'est pas mal perçue par les apprenants. Je vous montre un exemple que j'adore. C'est Thérèse Terre et l'enseignante, Kamal et Raquel ont fait une activité et ils doivent la présenter à un public. C'est une activité, un jeu de rôle qu'ils doivent présenter en anglais, parce que l'activité c'était en anglais. Alors Thérèse dit, qui commence, vous avez fini le premier, et Kamal dit non. Et Raquel dit, même si tu parles un peu en catalan, voyez. Et Thérèse qui dit, binga, allez-y. Et Kamal qui dit, ok, mais je parle en catalan. Donc il va faire une activité qui devait être faite en anglais. Il va intervenir en catalan parce qu'il a peur de parler anglais. Alors Thérèse, l'enseignante, qui dit non. Et Raquel qui propose une solution. Vas-y, mélange un peu. Hein? Mélange-le un peu. Voilà. Bon. Alors, en fait, nous avons fait, dans notre équipe, pendant plusieurs années, nous avons fait un projet, nous avons travaillé sur un projet où l'on proposait à des tandems d'élèves, un natif et un autochtone, disons, et un élève issu de l'immigration, des tâches en catalan pour être faites en catalan, en anglais et en espagnol, disons les 3 langues de l'école. Alors ce qu'on voulait voir, c'était un peu détruire le mythe que les enfants étrangers ont beaucoup plus de difficultés que les enfants autochtones. On voulait voir si c'était vrai ou non au moment d'apprentissage de langue. C'est pour ça qu'on a pris les 3 langues de scolarisation. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris des couples de pères mixtes. Et aussi, on a choisi des tâches en tandem parce que ça nous a semblé que c'était la manière de mettre les enfants dans une situation peu contraignante, parce qu'ils étaient avec des camarades de classe qu'ils connaissaient. Bon, alors, je vais vous montrer très rapidement 3 exemples. Ça, c'est un exemple des tâches en anglais. J'ai choisi les tâches en anglais parce que comme ça, c'est plus facile pour vous peut-être de comprendre.
vous voyez là, c'est Pau et Bawana, une fille de Bangladesh, et Pau est un garçon autochtone, qui sont en train de faire une activité qui consiste à voir les différences entre deux dessins. Il y en a un qui a un dessin, l'autre qui a presque le même dessin, mais avec de petites variétés. Bon, c'était une activité classique en langue étrangère. Alors, vous voyez que Pau, il réussit à peine à dire rien en anglais. Bon, il invente... Bawana dit la banane and ladder, its color yellow. Mais lui, il demande en anglais, en espagnol, c'est comment tomber en anglais. Parce qu'il veut dire, il y a quelque chose qui est tombé par terre. Et il demande à l'enseignante, qui lui dit fall. Et après, Pau, il arrive à construire une phrase que personne ne comprend. On the port, ça veut dire dans la porte. On imagine qu'il voulait dire ça. Il y a une fenêtre où la fenêtre est tombée ou quelque chose comme ça. Vous voyez que l'enseignante dit en ligne 246, je n'ai rien compris. Hein? En fait, il est presque... Il a juste, donc, il participe dans l'activité, mais il arrive juste à mettre ici 2 ou 3 mots. On va voir un autre exemple, celui de Joanna et Nuria, qui est intéressant parce que c'est à partir d'une forme hybride qu'elles vont se comprendre, et cette forme hybride, elle va être intégrée du moins de façon momentanée, dans leur interaction. C'est la même activité. Alors, Nuria qui demande combien d'oranges tu as dans ton scape. Alors, qu'est-ce que c'est scape? Mystère, non? Et l'autre dit orange, on the scape. I think they are oranges. Elle rit. They are on the floor. Et l'autre, non, on the scape. Et voilà la définition de scape. Where you wait to see. You wait to see. C'est-à-dire la vitrine. Alors, elle ne sait pas le dire en anglais, elle invente escaparate, non, en espagnol. Escaparate, entonces, d'escaparate, scape. Hein, et prononcé à l'anglaise. Et bon, finalement, ça sert à quelque chose, ça maintient, et elles arrivent à hein. Donc, vous avez vu qu'on a passé du premier exemple, où l'anglais était présent comme ça, mais c'était les langues catalan et castillan qui maintenaient qui moulait, qui était le moule de l'activité. Autrement, en anglais, c'était impossible. Mais il y avait de l'anglais quand même. Ici, on voit déjà une interaction absolument unilingue en anglais, même s'il y a une forme hybride qu'on pourrait sanctionner. Mais elle fonctionne dans la communication. Et le dernier exemple, vous voyez, qui est absolument un mode unilingue. Et là, la difficulté n'est pas résolue. La difficulté avec le mot grapes, c'est-à-dire la compréhension de ce que veut dire grapes, n'est pas résolue par l'invention d'un mot, mais par une paraphrase. Non? Grapes is a thing you make wine, no? Grapes is the thing you make wine. Wine from, oui, vous comprenez? Donc, il y aurait donc comme une gradation que je vous résume très rapidement. Dans la première étape,
il n'y a presque pas de langue cible. À peine elle apparaît comme des éléments fournis par l'enseignant, fournis par l'activité, fournis à travers des documents. Mais tout ce que font les élèves est fait en termes d'action langagière, se fait en langue catalan ou castillan. Ça dépend. Hein? Dans la deuxième étape, on voit, c'est presque comme dans la première étape, mais la langue étrangère est beaucoup plus présente. Hein? Mais encore, les grandes activités, comme celle de gérer l'activité, de distribuer le tour de parole et de résoudre des obstacles communicatifs, se font à l'appui de la langue, d'autres langues déjà connues par les élèves. Et l'étape 3, c'est celle qui nous intéresse beaucoup, c'est parce que les apprenants sont vraiment orientés vers le mode unilingue, donc utilisation de la langue cible, et solution des problèmes communicatifs à travers la propre langue cible. Alors, ces étapes sont incontournables d'après ce que nous avons vu dans nos travaux. Alors, il faut en tenir compte et simplement les incorporer de manière naturelle dans nos propositions didactiques. Je vais aller un peu plus vite. Alors oui, mais ça c'est l'idée. Hein? Donc les apprenants peuvent participer à des pratiques communicatives en ayant recours à des formes mixtes, hybrides, et c'est précisément cette capacité plurilingue, qui est cette capacité de mélanger, de créer, est une capacité des plurilingues, et celle qui permet de construire des compétences après un mode unilingue, si besoin en est. Donc, un peu notre démarche didactique, c'est ça. Donc, on travaille à partir de données. Données, ça veut dire informations qui peuvent être présentées, si nécessaire, dans plusieurs langues. Après, il y a un travail interactif avec un mode plurilingue, c'est-à-dire avec la possibilité d'utiliser sans sanction plusieurs langues pour aboutir à un mode unilingue. Je vais vous montrer peut-être si j'ai... Oui, ça serait ça, non? Donc, notre manière de travailler donc nous travaillons, j'en ai parlé un peu dans l'atelier, avec des séquences. Nous expérimentons, nous construisons, nous mettons en place, nous évaluons ensemble avec les enseignants des séquences didactiques qui intègrent, disons, les langues et les savoirs, d'autres savoirs académiques, dans une séquence de travail qui a une phase assez complexe de planification, d'accès aux données, de travail sur les informations, sur les documents écrits, documents vidéo, etc., qui se font en mode plurilingue pour aboutir à un travail, un produit qui sera fait en mode unilingue, c'est-à-dire la langue que nous, ou les langues, parce que ça peut être plusieurs langues, en mode unilingue. Je vais vous revenir sur, et je termine. Oui, bon,
Ça serait un peu les modèles que l'on a aujourd'hui comme modèle d'éducation à l'école, du moins chez nous. On a les programmes habituels, langue 1, langue 2, langue 3, contenus normalement en langue 1, séparés. Ce que nous appelons la semi-immersion, parce que c'est une immersion partielle ou duel, si vous voulez. Je pense qu'aux États-Unis, ils appellent ça immersion duel. Donc, on pourrait avoir donc, le catalan, les sciences en catalan, les mathématiques en anglais, etc., etc. Nous avons un peu travaillé dans le semi-immersion plurilingue, c'est-à-dire en partant de ce contexte plurilingue, des capacités plurilingues des élèves, nous avons essayé de mettre en place des unités didactiques qui prenaient en considération deux types de ressources langagières, une langue, deux langues et une matière non linguistique, d'accord ? C'est ça que nous avons et que je montrais quelques exemples dans l'atelier. Où est-ce que nous sommes maintenant et actuellement? Attendez, je vais rapidement. Voilà. Voilà, le modèle que nous sommes en train de mettre en place, c'est un modèle plus complexe. Qui est le suivant. Donc, élèves du primaire et du secondaire travaillent dans un projet. Un projet, c'est cette idée que nous avons, un projet conçu comme un ensemble d'activités que font les étudiants pour aboutir à la construction d'un produit qui dépasse la classe parce qu'il est conçu pour être transféré à d'autres personnes. Par exemple, un reportage pour être pour le site web de l'école pour que les autres étudiants le voient. Un dépliant pour les familles à propos de l'épargne énergétique. Une lettre pour la mairie pour demander. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie de possibilités de produits, mais la chose importante, c'est qu'elle, disons, dépasse la classe. C'est vraiment un produit communicatif et qui doit être fait dans une langue d'un supposé, disons, qu'un supposé ou plusieurs, au pluriel, destinataires vont comprendre. Donc là, le choix linguistique n'est pas un choix, disons, aléatoire, mais parce qu'on écrit au maire, alors on va lui écrire en catalan. On écrit, je sais pas, au chef de la police, on va écrire peut-être en espagnol. On écrit à des camarades en Allemagne, on écrit quelque chose pour des camarades en Allemagne, on va utiliser l'anglais parce que la classe ne connaît pas l'allemand. Donc, c'est cette idée. Alors, peut-être l'idée qui est plus compliquée, c'est que, bon, vous voyez tout à fait en haut que les projets peuvent être dans toutes les disciplines. Hein. On en a déjà mise en place en sciences naturelles, en sciences sociales, etc., etc. Et les langues, les cours de langue, en quelque sorte, disparaissent et sont reconduits en ateliers, ce qui n'est pas très évident pour le moral des enseignants de langue. Souvent, ils ne sont pas très contents. Alors, si, par exemple, c'est un reportage, alors, dans un cours des langues, de toutes les langues, on va travailler sur le genre reportage, qui est un genre très complexe.
parce que ça peut impliquer Et puis, si c'est multimodal aussi, c'est de l'écrit, de l'oral, des entretiens, de récits, etc., etc. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un reportage, et en fonction du niveau des élèves, du primaire, du secondaire, on va voir comment on va y contribuer. Bon, mais l'école attache beaucoup d'importance à la lecture, et nous aussi, en fait, parce que la lecture, c'est la source d'information la plus importante. Donc, quelles activités de lecture on va faire pour travailler dans la direction de la construction de ce reportage en anglais. Et comment est-ce qu'on va incorporer aussi la littérature? Est-ce qu'on peut... La littérature est conçue comme une source de plaisir, de culture, etc., etc. Alors, donc, il y a un atelier lecture-littérature. Et finalement, comme nous sommes dans une société plurilingue, multilingue, multiculturelle, il y aura aussi un atelier que nous avons appelé diversité linguistique. Donc, l'atelier qui va aussi contribuer à la construction du reportage que j'ai mis comme exemple en apportant des éléments qui tiennent compte de la diversité. Parfois, c'est simplement réflexion métalinguistique à propos de similitudes entre les langues. Parfois, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette région où nous sommes en train de faire le reportage du point de vue diversité langagière, etc., etc. Bon, alors ça, nous sommes là. C'est le curriculum d'Andorre, que je pense qu'il y a une collègue qui était par là, je ne sais pas s'il est là, qui peut vous expliquer aussi que c'est un curriculum compliqué, complexe, pas compliqué, du point de vue langagier, parce que ça intègre 4 langues, le catalan, l'espagnol, le français, qui sont des langues sociales, plus l'anglais comme langue étrangère. Et donc, nous sommes en train de travailler avec les collègues d'Andorre et dans une équipe qui est dirigée par mon collègue Arthur Noguera. Je vous dis que ça va poser de problèmes, hein? Ça pose beaucoup de problèmes. C'est pas facile, mais nous sommes là, dans cette idée. Et voilà, je m'arrête à temps, je pense. Merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop compliqué dans mon exposé. Merci. Tu peux nous expliquer, je n'ai pas très bien compris, en fait, comment se négocie dans la classe le catalan et l'espagnol? Enfin, ce sont les 2 langues officielles. Là, l'enseignant parle-t-il normalement espagnol ou catalan à ses élèves? Enfin, bon, comment ça se passe? Ça dépend des niveaux et des classes. L'école en Catalogne scolarise en catalan. L'apprentissage de la lecture et l'écriture se fait en catalan. Alors, en Catalogne, il y a une seule école. Ça, c'est important par rapport à d'autres pays du monde. Une école unique pour tous les enfants, que ce soit du point de vue linguistique, je veux dire, que ce soit des enfants, disons, issus de familles qui parlent catalan à la maison ou de familles qui parlent d'autres langues. Alors, dans une même classe, on peut avoir 2 programmes qui fonctionnent à la fois. Donc, un programme d'immersion pour les enfants qui ne parlent pas catalan en famille, et un programme de continuité de langue de l'école et langue de famille pour les enfants qui parlent catalan dans leur maison. Alors, ça c'est pour des raisons... L'école joue un rôle très important dans la transmission du catalan.
parce que sans l'école, sûrement la langue n'aurait pas la vitalité qu'elle a actuellement. Alors l'espagnol est introduit en principe à partir de 8 ans et l'anglais aussi. Et donc à raison de 3 heures par semaine, chaque langue, et le catalan continue. Dans le secondaire, c'est différent. Donc le catalan a un poids important, mais beaucoup de matières se font déjà en espagnol. C'est au choix de l'enseignant. Et en principe, les enfants, à la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire à 14 ans, 16 ans, ils doivent avoir des compétences équivalentes dans les 2 langues. Mais, ça c'est le panorama. Un établissement, en fonction de ce qu'on appelle le projet linguistique d'établissement, Projecte Linguístic de Centre, peut proposer à l'administration, à l'inspection, d'autres formules de planification. Par exemple, il peut dire, voilà, les parents veulent que l'on introduise l'anglais en 3e année à 3 ans. Alors nous, on a les ressources, nous, on va s'organiser de telle autre manière. Ressources, ça veut dire qu'il y a des enseignants qui parlent anglais, qui sont d'accord pour le faire. Alors, voilà, si ils présentent un programme de travail, l'inspecteur le regarde et dit « Ok, en avant, vous pouvez y aller ». De même, un établissement, s'il y a un nombre très important d'élèves d'origine étrangère, peut proposer à l'administration de recevoir des ressources pour avoir des classes d'accueil. Et donc, les classes régulières sont divisées, il y a des élèves qui sont dans les classes d'accueil. Donc, il y a toute une panoplie de possibilités de travail à partir de la loi, disons, cadre. Voilà. J'ai répondu? J'avais une question sur ce que vous avez appelé les langues héritées des familles. Comment prennent-elles leur place dans ce cadre? Mal. C'est-à-dire que c'est toujours l'administration permet, disons, et elle dit qu'elle encourage, mais en fait, ce qu'elle fait, c'est dire, bon d'accord, vous pouvez enseigner l'arabe ou le portugais. Je pense qu'en ce moment, il y a 5 ou 6 langues qui sont enseignées. Vous avez le locaux, mais il faut que vous ayez vos enseignants et donc c'est les communautés qui procurent les enseignants et qui les paient. Et donc l'administration ne laisse que les locaux. Et elle propose son accord. Donc ce n'est pas très intégré, disons, dans le... Et même nous, dans notre groupe, on avait proposé que l'examen d'entrée à l'université, qui est un examen, comme j'imagine, partout, où il y a une partie en langue étrangère, il y a une épreuve en langue étrangère. Alors nous, on avait demandé à l'administration d'inclure des langues internationales, comme l'arabe, comme le chinois mandarin, parce que c'était, à notre avis, une manière de donner de la valeur justement aux langues héritées. Non, alors on nous a dit non, c'est trop compliqué, c'est impossible, et voilà, et non. C'est pas très clair, cette articulation entre l'enseignement des langues de famille et les langues de scolarisation. Et maintenant, chez nous, je pense que hier, quelqu'un en parlait aussi aux États-Unis, il y a beaucoup d'intérêt pour le chinois. Et au niveau universitaire,
dans une université de Barcelone, la Université Polytechnique, ils font des journées de portes ouvertes adressées aux parents, exclusivement aux parents des familles chinoises. Donc vous voyez là, quand il y a un capital qui est perçu par l'université, mais qui n'est pas perçu par le système éducatif obligatoire. Ça viendra peut-être. Gracias, Lucy, pour la présentation. Gracias à toi. Et le produit final dans les projets que tu as présenté dans la dernière phase, ce sont des produits dans une langue? Oui. Ah, d'accord. Et dans les ateliers sur le genre textuel ou discursif, le rôle ou le poids de chaque langue, est-ce que ça change selon le projet ou selon le contexte sociolinguistique ou le profil Oui. J'avais envie de savoir un peu plus. Je sais que, bon, pour des questions de temps, mais si c'est possible. Gracias. Bon, en fait, je n'ai pas eu le temps, mais disons que nous voyons donc les pratiques conversationnelles à l'école et se déplacent vers les genres discursifs, vers l'apprentissage des langues, des genres discursifs et les discours académiques. On voit ce continuum comme le travail langagier à l'école. Donc, plus formel, moins formel. Hein? Et donc ici, nous voyons que les modes plurilingues, donc l'utilisation de ressources en plusieurs langues, sont presque incontournables, mais évidemment, nous allons vers l'enseignement ou la possibilité de construire des produits à mode unilingue. Unilingue, parce que c'est le rôle de l'école, on va pas changer tout d'un coup. Hein? C'est la mission de l'école d'enseigner les registres plus soutenus et les possibilités après pour se développer dans le monde professionnel. Et c'est là. Hein? Alors, évidemment, le nombre, oui, le modèle là est très compliqué. C'est pour ça que je vous dis que dans chaque projet, le temps des ateliers dans chaque langue peut varier. Alors on fait un programme de toute l'année et on dit voilà le projet sur maths et histoire par exemple. Ici il y a un produit, mettons en français, et ce produit, alors il y aura une partie importante de l'atelier genre discursif français, plurilinguisme, là avec toutes les langues, il y aura moins de temps de catalan et des autres langues. Mais après, ça va être compensé dans le moment suivant. C'est difficile, c'est compliqué, hein? Je ne sais pas si on va réussir. Non, c'est vrai, je le dis parce que parfois, on verra. Peut-être dans 5 ans.